Le jeu de rôle, c'est la vie. Hein. Soi-même, on est, bon, au cas où on existerait, ce qui n'est pas... c'est une hypothèse. À ce moment-là, on va jouer différents rôles. Bon, nous, on l'a découvert en 1987, on avait entendu parler de ça, on avait commencé à faire du Donjons et Dragons. On est allé les voir et puis on a dit c'est quoi là, ce que vous faites c'est du jeu de rôle grandeur nature, ça vous intéresse? Bah ouais. Non, parce qu'on manque de PNJ, donc personnages non joueurs, et on a besoin de flics. Alors c'est pas très compliqué, hein, vous êtes au commissariat, il y a des gens qui vont venir vous voir, vous prenez leur déposition, tout, puis on va vous briefer. Voilà. On s'est retrouvés donc dans un pseudo-commissariat, avec la machine à taper, et puis on a créé une association de jeux dans notre coin, Fontenay-le-Comte, Vendée. Et puis la partie importante, c'est quand on a rencontré les gens du club de Niort, virtuel, du club d'Orléans, le Destrier, club de Poitiers, l'Ordalie, à La Rochelle, il y avait un club à La Rochelle, il y avait un club à Cholet, et à Parthenay, Contrée-Ludique. Et donc à ce moment-là, on s'est mis ensemble et on a formé une fédération, donc on a appelé la fédération Parallèle. On avait organisé 2 flips, dont un énorme, où il y avait eu, je crois, 3 week-ends et 3 jeux de rôle grandeur nature de 48 heures. C'est-à-dire qu'on n'est pas autour d'une table, mais on est costumé. Et on est dans des lieux en général plutôt, c'était médiévaux, et avec des armes en latex. Il y a un scénario, et on joue dessus pendant 48 heures avec un personnage. Parce qu'on a fait des killers où il y avait plus de 100 personnes, par exemple. Des killers, donc il fallait au moins une quinzaine d'animes pour gérer tous les jeunes avec des pistolets à eau. Parce que c'était un jeu de rôle qui était basé sur l'échelle de Jacob. Donc c'était l'échelle de Popol. Et il y avait des jeeps, tout. Voilà. Le délire des copains, c'est carrément l'hélicoptère à la fin pour arriver. Bon, c'est mon meilleur souvenir au niveau jeu de rôle, celui-là. Le flip, en fait, est né en 1986 parce que le Parthenay était une étape du championnat de France d'échecs. Et donc est venue l'idée de créer autour de ce championnat de France d'échecs en fait des animations avec des vieux jouets. Petit à petit, en fait, le flip est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un des plus grands festivals de jeux en France et en Europe, où on a pu, lorsqu'on était adolescent, créer des associations, créer des fédérations, rencontrer d'autres joueurs comme nous, et puis finalement construire petit à petit une grande famille autour du jeu. La maison d'édition Le Grimoire est une maison d'édition qui a été créée en 1994 à Cholet, qui était déjà en fait inscrite un peu dans le flip. Cette maison d'édition est née dans un rassemblement de joueurs, de lecteurs, qui faisaient partie d'une fédération qui s'appelait la Fédération Parallèle, et donc qui avait regroupé 7 clubs. Nullbug, c'est un monde humoristique, médiéval fantastique, créé par John Lang, qui a publié 5 livres, où il décrit justement les aventures de ses héros. Une BD est apparue avec Marion Poinceau, et des BD aussi avec Guillaume Albin. Ces BD sont devenus à leur tour un jeu vidéo, sont devenus à leur tour un jeu de rôle, même si le jeu de rôle, en fait, on peut imaginer que c'était un petit peu l'ancêtre de tout ça. Hein. John a toujours été un joueur de jeu de rôle. Finalement, c'est le jeu de rôle qui est à la base de tout. Alors, La Geste du Gurdil, c'est un livre-jeu, ce qu'on appelait avant un livre dont vous êtes le héros. Et donc, le lecteur lit une aventure dans laquelle il peut interréagir. C'est-à-dire à travers des rencontres, à travers des énigmes, et avec l'aide du hasard, mais aussi de sa réflexion, il va créer l'histoire, de paragraphe en paragraphe, puisqu'il est amené à faire des choix. Je gère l'entreprise Fenril, et à l'origine, je sculptais des figurines avec John Lang dans un premier temps. On a discuté, il a vu mon travail, et puis on a décidé de voir ensemble si on ne pouvait pas faire les figurines tirées, issues du donjon de Nullbug. La figurine s'est un peu assimilée au soldat de plomb à l'origine. Donc le soldat de plomb, la figurine à papa, la maquette de blindés, de militaires, de chars, etc. Et moi en fait j'ai voulu dériver tout ça sur le médiéval fantasy et le fantastique de façon générale. Ils sont à la recherche de modèles à peindre pour collectionner, certains les utilisent pour jouer, d'autres les mettent dans des vitrines. C'est essentiellement des jeunes qui
ne voit pas la figurine comme un personnage guerrier, un soldat, un militaire avec de l'uniformologie, de la rigueur historique, mais plutôt un gros délire. Je reviens l'année prochaine. J'essaierai d'avoir un stand un petit peu plus grand et puis peut-être présenter d'autres modèles que le donjon de Nalbuck, montrer l'intégralité de ma gamme, parce que j'arrive maintenant au bout de 30 ans à avoir pas loin de 1500 modèles. La peinture sur figurine, ça demande du temps, mais quand on a des figurines bien peintes et que les gens apprécient votre travail, c'est une grande satisfaction. Être créateur de jeux, c'est se prendre beaucoup la tête, c'est créer des matrices, c'est avoir envie que les gens interagissent autour d'un objet. Pour moi, c'est aussi très en lien avec la matière, donc j'aime beaucoup que mes jeux ils soient dans la manipulation, qu'on ait plaisir à les toucher, que ce soit des textures un peu particulières, des couleurs qui sont un peu différentes, de l'argile au début surtout, de la terre, et puis du bois et de la peinture. Céramique et en tissu. J'ai commencé à créer des jeux en trouvant un espace et je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de faire dans cet espace, et j'ai une image mentale, c'était une image, un salon de jeu quoi, comme un tripot. Et donc j'ai commencé par ça, j'ai aménagé l'espace. D'abord j'ai peint les murs, j'ai fait le sol, j'ai fait les tables, et puis après j'ai dit bon bah maintenant il faut mettre des jeux dedans. Donc j'ai commencé à réfléchir, bon alors je mets quoi comme jeu, et puis petit à petit les jeux sont venus comme ça. J'aime bien les jeux abstraits déjà, ça c'est une petite préférence personnelle. Donc j'aime bien, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas narratifs, on ne va pas forcément incarner un personnage, on ne va pas se projeter dans un univers. Moi j'aime bien par exemple donc, les jeux typiques abstraits, ce sont les échecs, le jeu de Go, les jeux de dames, ce genre de trucs comme ça, là, dans lesquels on ne va pas se raconter une histoire, on va juste jouer à un truc. Alors, un jeu de société, c'est un espace dans lequel plus rien d'autre n'a d'importance que le but du jeu. On oublie un petit peu qui on est, on oublie un petit peu d'où on vient, par quel biais social on est régi, et on se concentre sur l'objectif simple de ce qu'on doit faire dans le petit cadre réinventé de cette partie. Donc on rentre dans une nouvelle matrice avec des nouveaux principes, avec des nouvelles façons de faire les choses, des nouveaux modes de valorisation, et on interagit ensemble. C'est une façon d'exprimer, de transmettre des émotions à travers une œuvre, une création. Et après j'ai rencontré plein de jeux et de porteurs de projets de jeux dans l'espace créateur qui sont vraiment investis et qui ont des parcours chacun qui sont différents, et on essaie de créer une communauté d'auteurs aussi pour pouvoir s'entraider et pour pouvoir garder des contacts, et éventuellement pourquoi pas mutualiser certains outils de production. Il y a vraiment énormément de types de jeux différents pour tout un tas de types de joueurs différents, et en fait vraiment ce qui va les différencier, ça va être les joueurs qui vont les apprécier et l'expérience que le joueur a envie de vivre au moment où il s'intéresse à ça. Je vais inclure tous les jeux de cartes, il y a les jeux de société, il y a les jeux de figurines, les jeux de rôle, les grandeurs nature, les escape games. En fait, à partir du moment où on peut avoir une expérience ludique en fait, en participant à quelque chose, on peut considérer que c'est un jeu. Un animateur, c'est d'expliquer en grande partie les règles des jeux aux gens, mais c'est pas que ça, c'est aussi leur proposer une expérience un peu différente de ce que pourraient proposer les autres animateurs, et qu'ils puissent repartir en fait de notre jeu avec un truc qu'ils ont vécu et pas juste ils ont joué à un jeu en fait. Alors les mauvais perdants, les tricheurs et tout ça, en fait moi je les gère en fait en me moquant d'eux et vraiment en leur rappelant que le but d'un jeu c'est quand même de s'amuser. Ou si on pose un jeu sur la table, on peut inviter un tel et qu'ils passent un moment ensemble, ça peut permettre aux gens de se rencontrer. Et quand les gens arrivent à se rencontrer et à se connaître, ça arrive à casser les stéréotypes qu'on essaye de nous imposer. Une chose que j'adore, c'est faire des tables mélangées. Mais on est plus intolérant avec les gens qu'on ne connaît pas. Mais une fois qu'on a passé un bon moment autour d'un jeu, on redevient tolérant par rapport à ces gens puisqu'on a passé un bon moment et qu'on a réussi à se rencontrer. Quand on a envie de créer un jeu, on commence par le faire soi-même. Et un prototype, donc, c'est le jeu qui n'est pas encore édité, que j'ai fabriqué moi-même. Il y a aussi des gens qui font des prototypes, qui essayent de trouver des belles images, qui plastifient leurs choses. Maintenant, il y en a même qui vont commander des pions ou des cartes chez un imprimeur, qui font des protos qui coûtent 150 €. Pour moi, c'est pas l'important. Parce que l'important, c'est avant tout l'attrait du jeu. Après, c'est vrai que quand on fait un jeu, on aime bien faire un beau jeu. Et il y a des gens qui voudront bien jouer parce que le jeu est beau et qui voudraient pas jouer sur un bout de carton, sachant que de toute façon, si un jour tu trouves un éditeur, même si tu as demandé à ton copain qui est un super graphiste de te faire le truc,
l'éditeur peut très bien dire non, moi pour ce jeu, je veux Pierrot qui fait l'illustration. Quand je passe à l'espace créateur, je vois des jeux que très peu de gens verront. Être un créateur, c'est arriver en partant d'une idée de départ à faire corréler tout le reste, c'est-à-dire je voulais parler des moutons, mais j'ai trouvé un bon système tactique avec des tuiles, des dés, des machins, que l'ensemble soit intéressant et que quand les gens jouent, ils prennent du plaisir. Et puis on a dit voilà, on propose un espace créateur avec des créateurs qui viennent planter leurs jeux et des animateurs qui plantent les jeux des créateurs qui n'ont pas pu venir et qui orientent le public en disant bonjour, qu'est-ce que tu aimes comme type de jeu, t'aimes ça? Et ben va voir Christophe, va voir Bernard, va voir... Et comme ça tu tombes exactement sur le jeu qui te convient. Il y a des gens qui disent moi je veux à tout prix faire un jeu pour sauver les moutons. Il y a des gens qui disent moi j'ai trouvé un truc, j'ai une jolie petite toupie, j'ai envie de créer un jeu à partir de ma toupie. Il y a des gens qui disent je veux à tout prix faire tel type de jeu. Chacun a sa façon de faire les choses, quelle que soit la forme de plaisir, que ce soit le plaisir de rigoler, que ce soit le plaisir de dire je me suis arraché les méninges pendant 1h30 et j'ai fini par gagner, que ce soit le plaisir de dire c'était un jeu coopératif, on a été fort, on a été plus fort que la mécanique, et quelque part il faut rencontrer son jeu. C'est un peu comme rencontrer l'amour.